Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est hyper heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, ce webinaire est organisé par Didomi, représenté par Antoine. Et donc, il y a Léo et moi-même de chez AB Testy. Je fais partie de l'équipe marketing, donc je vais vous faire une rapide présentation surtout de la plateforme. Et après, je laisserai la parole à nos deux experts. Donc, vous avez une table chat. Est-ce que vous pouvez juste déjà mettre un petit message de type « Bonjour, comment ça va? On est en pleine forme », juste pour qu'on puisse savoir si vous nous entendez bien. Super. Parfait, merci à tous. Donc, vous avez également une petite cloche si vous souhaitez muter les notifications. Je le dis également à Antoine et à Léo. Au-dessus des slides, là, il y a une petite cloche. Désactivez le son de mes notifications, comme ça, vous ne serez pas gênés pendant la présentation. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit message sur le chat si vous avez besoin de quoi que ce soit. À la suite du webinaire, on vous enverra le replay dans le mail de suivi. Donc, vous aurez toutes les informations dans le replay. Et puis, ce webinaire va durer 30 minutes. Donc, à la fin de ces 30 minutes, si vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec les speakers et si les speakers n'ont pas répondu à vos questions, sachez que vous aurez leur mail sur la dernière slide et que vous pourrez après les contacter directement. Voilà, et je laisse la parole à Antoine et à Léo. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Antoine, je travaille pour Didomi. Je suis accompagné de Léo aujourd'hui, qui est Product Manager chez AB Testy. Et bon, comme vous le savez, il y a une actualité qui est assez riche en ce moment autour de l'analytics, l'A/B test, le consentement. Du coup, on va vous en dire un petit peu plus aujourd'hui, notamment sur les nouvelles recommandations CNIL qui sont sorties début octobre. On va parler des différents outils qui peuvent fonctionner sans consentement, comment on collecte un consentement, comment ça se passe dans le cadre de l'A/B testing. L'idée, c'est que ce soit un webinaire pratique et qui puisse être transposé directement dans le cadre de vos activités. On ne va pas passer en revue l'intégralité de la reco, mais plutôt tâcher de vous présenter les meilleurs enseignements qu'on peut tirer de cette nouvelle liste de reco. Donc, Léo, je te laisse la main peut-être pour nous dire un petit mot sur AB Testy. Oui, bonjour à tous. Effectivement, pour que vous sachiez un peu qui vous parle, déjà, donc moi je suis Léo, je suis Product Manager en charge des infrastructures, du tag AB Testy, des performances, et donc aussi de la gestion du consentement sur le site web de nos clients. Et donc, je représente AB Testy, qui aujourd'hui est le leader européen de l'optimisation. Mais bon, Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas? Donc, on a commencé en 2019 en tant qu'agence où on faisait du conseil à l'optimisation auprès de nos clients de l'époque. On a rapidement compris que faire des recommandations et proposer des optimisations, c'était bien, mais les activer, c'était encore mieux. Du coup, on a très rapidement switché vers éditeur de logiciels pour aider à l'optimisation des sites web. Donc, on s'est construit brique par brique, donc expérimentation d'abord, puis on est rapidement arrivé à la personnalisation, qui était un peu la suite logique. On a aussi été en quelque sorte les pionniers de l'intelligence statistique, puisque si vous vous souvenez, à l'époque, on avait lancé le moteur d'analyse bayésien. Donc aujourd'hui, tout le monde le fait, mais à l'époque, c'était un peu une nouveauté. Et donc, on continue aujourd'hui d'innover dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Pour arriver aujourd'hui, finalement, sur une capacité d'optimisation cross-canal. Donc, on fait sur site web, sur application mobile, sur n'importe quel type, finalement, d'univers grâce à notre produit flagship. Et on fait donc expérimentation, compréhension de parcours client, etc. Donc, on s'est vraiment diversifié. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'optimisation 360 chez nos clients. Évidemment, comme toute startup, on a grandi très, très vite, très rapidement. Moi, pour référence, je suis arrivé de mémoire en 2015. Donc, à l'époque, on était encore une petite boîte, tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, on est nettement plus grand. On a levé 64 millions d'euros en tout. La dernière levée de fonds, c'était il y a quelques mois. Vous avez peut-être eu l'actualité. Mais voilà, aujourd'hui, on a quasiment 1000 clients et on a une belle croissance derrière et devant nous. On est présent un petit peu partout dans le monde, donc si vous voulez bénéficier de notre expertise où que vous soyez, quel que soit votre fuseau horaire, finalement, il y aura quelqu'un pour vous répondre, puisqu'on est présent avec 2 bureaux aux États-Unis, évidemment en grande partie en Europe, mais aussi en Asie-Pacifique avec Singapour. Notre typologie de client est extrêmement variée. Clairement, tout le monde a besoin d'optimisation à partir du moment où vous avez du public, à partir du moment où vous avez des visiteurs. Vous allez avoir envie de faire de l'optimisation, comme je le disais tout à l'heure, sur votre site web, sur vos applications mobiles, n'importe où, en fait, dès que vous avez du visiteur. Et on a des clients qui arrivent à faire
des incréments de performance assez exceptionnels. Alors, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, mais tous les clients sont capables de faire des incréments assez énormes. Vous avez quelques exemples ici. Tout est bon à optimiser et tout est faisable avec A/B Testy. Donc alors, nous, Didomi, on est plus récent qu'A/B Testy. On a démarré l'activité à peu près en même temps que le RGPD. Donc, grosso modo, on a 2 ans et demi de retour sur notre première solution qui était la bannière de gestion des consentements cookies. Et rapidement, Didomi, en fait, on a évolué pour développer une plateforme SaaS qui a l'ambition de devenir un des leaders mondiaux sur la gestion des consentements et préférences utilisateurs. Donc, initialement, on a réfléchi, on s'est dit la typologie d'entreprise qui a le plus besoin de consentement de qualité, c'est les médias, parce que ça va avoir un impact direct sur le revenu. Et rapidement, on a vu que beaucoup d'autres secteurs d'entreprise suivaient la tendance. Toutes les entreprises qui sont très tournées vers la donnée, en fait, parce que maintenant, on se rend compte que, en fait, la collecte du consentement, c'est l'étape vraiment liminaire à toute analyse de données à caractère personnel. Donc, on va travailler avec des entreprises comme Rakuten, Orange, etc. Et en l'espace de 2 ans et demi, maintenant, notre techno, elle est live sur un peu plus de 160 000 sites et applications, ce qui veut dire qu'il y a plus de 40 milliards de consentements qui passent par chez nous tous les mois. Donc, ça fait de nous la plateforme la plus utilisée dans le monde maintenant. Et donc, on est très content de continuer à accompagner les entreprises sur toujours entre ces 2 barrières sur l'autoroute qui sont d'un côté la mise en conformité RGPD et de l'autre l'efficacité des outils que vous êtes amené à manipuler au quotidien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. L'idée de cette première partie, c'est de passer en revue les principales recommandations, voir ce qui change et surtout vous donner un aperçu de quelques belles best practices qu'on peut observer en entreprise. Donc, comme vous le savez, en début octobre, la CNIL a publié une nouvelle série de recommandations qui vont être assorties d'une période de transition de 6 mois pour que les entreprises puissent se mettre en conformité. Donc, ces recommandations, elles viennent compléter ce qui est énoncé dans le cadre du RGPD, mais également étayer ou remplacer certaines directives de la CNIL qui ont pu être publiées par le passé. Il ne faut vraiment pas voir ces nouvelles directives comme une sanction en entreprise. L'idée, c'est vraiment d'instaurer une relation gagnant-gagnant, de trouver vraiment le juste milieu entre le respect des droits des utilisateurs d'une part et vos habitudes en matière de digital telles que vous pouvez les avoir aujourd'hui en entreprise, peut-être évoluer un petit peu. Dans tous les cas, il y a une certitude, c'est que vaut mieux anticiper sur l'application en entreprise de ces recommandations. Les prendre, les aborder avec du retard, ça va vraiment créer une dette au sein des équipes. Quand il va falloir la combler, ça va être extrêmement douloureux. Le grand principe général de cette reco, c'est que le consentement doit être collecté préalablement à tout traitement de données à caractère personnel. Donc un traitement, ça concerne beaucoup de choses. C'est déjà la collecte, l'utilisation, le partage, la transmission, le stockage d'une donnée à caractère personnel telle que un email, un parcours de navigation si on peut identifier la personne, une adresse IP qui est trop complète, des choses comme ça. Parmi les grands changements, la CNIL a notifié, donc donné plus de précision sur la manière de collecter un consentement. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard sur la bonne manière de collecter un consentement. Mais un des changements majeurs, c'est que aujourd'hui, tant qu'un utilisateur ne clique plus sur un bouton « J'accepte », on ne peut plus considérer que le consentement est valide. Bien évidemment, ces mesures, elles sont valables et pour un visiteur anonyme sur votre site internet, mais aussi un utilisateur qui va se loguer dans un interface client, par exemple. Et encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très souvent chez nos clients. Faites attention à la durée de vie de vos cookies. En France, on n'a pas le droit d'avoir des cookies dont la durée de vie dépasse 12 mois. Donc, faites attention, prenez le temps de vérifier ça. On a les outils qui permettent de le faire maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, le consentement, c'est vraiment l'étape liminaire à tout traitement de données. Et donc, pour ça, on a besoin de passer par ce qu'on appelle une CMP, une Consent Management Platform. Vous pouvez créer la vôtre, vous pouvez utiliser une solution du marché. Mais pour bien comprendre en fait ce que fait une CMP, on peut décomposer son activité en 3 grandes briques. La première, c'est être capable de collecter le consentement. Donc là, l'idée, c'est d'offrir une librairie de technologies qui vont vous permettre de collecter les consentements sur des formats web, in-app, et même d'autres. Aujourd'hui, nous, on est capable de faire du Unity, de l'AMP, des téléconnectés et même du offline. Et derrière, de permettre d'offrir
une interface claire, compréhensible à l'utilisateur, de manière à ce que ce soit très facile pour lui de comprendre ce à quoi il consent, pourquoi, etc. Derrière, on va stocker le consentement afin de constituer une preuve légale, mais surtout, il faut qu'on soit capable de travailler dessus pour vraiment être capable d'améliorer les taux d'opt-in. Donc, pour ça, on vous met à disposition les modules d'analytics, d'A/B test. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous utilisez déjà A/B Testy pour l'instant. Il n'y a aucun souci pour que les deux solutions fonctionnent ensemble. Et derrière, c'est vraiment là qu'on va juger de la qualité d'une CMP. C'est la manière dont elle va partager les consentements avec tout votre écosystème, que ce soit des outils de reciblage publicitaire, des outils de personnalisation, de l'analytics, etc. Là, on a besoin d'avoir des connecteurs qui soient très efficaces. Donc, c'est vraiment là que réside en fait la difficulté quand on crée la sienne. Maintenant, la plupart des entreprises vont passer par des solutions marché à ce niveau-là. Donc, après cette rapide entrée en matière sur les nouvelles recos, on va parcourir les outils. Donc là, c'est un aspect qui est beaucoup plus pratique, avec certainement des cas de figure que vous rencontrez au quotidien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser quelques outils sans avoir collecté un consentement au préalable. Il faut respecter pour cela des conditions. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la liste des outils qui peuvent fonctionner sans consentement s'est allongée. Donc, on va bien sûr retrouver les outils qui vous permettent d'identifier un utilisateur, lui éviter en fait de devoir ressaisir son mail, son mot de passe à chaque fois. Donc ça paraît évident, mais maintenant, c'est vraiment gravé dans le marbre avec ces nouvelles directives. Pour le cadre d'un e-commerçant, c'est également les outils qui vont permettre de réafficher le contenu du panier d'achat dans le cadre d'un abandon de panier. Ça peut aussi être de la personnalisation de l'interface utilisateur telle que la langue, dès lors qu'on ne veut utiliser que cette donnée-là. Et enfin, la limitation d'accès à un contenu gratuit, ça concerne plutôt les sites médias qui en général vont proposer du contenu payant, mais on va avoir droit à quelques articles gratuits. Donc ces cookies vont permettre de mettre en place un capping avec 4 ou 5 articles gratuits avant de se loguer ou de prendre un abonnement payant. Derrière, on a un cas qui vous concerne peut-être un petit peu plus. C'est la grande question en entreprise. Qu'est-ce que je dois faire de mon analytics? Donc la CNIL a donné plus de précisions sur les outils qui pouvaient être liés, les outils d'analytics, qui pouvaient fonctionner sans consentement. Avant, la CNIL avait simplement adoubé AT Internet et Matomo. Maintenant, la CNIL a fait le choix de donner une liste de conditions donc, qui sont complémentaires et qu'une entreprise doit répondre vraiment à tous ces cas-là afin de pouvoir lancer sa solution d'analytics sans consentement. Le premier, c'est qu'on doit faire uniquement de la mesure d'audience. Derrière, c'est que cette donnée-là, elle doit être faite uniquement pour l'éditeur du site. Ça ne doit pas permettre pour une régie, par exemple, d'agréger les données en multisite, et on ne doit pas permettre de suivre un utilisateur sur plusieurs plateformes, devices typiquement. Je ne vais pas avoir le droit de faire de la réconciliation de données entre un visiteur de mon site web, un visiteur de mon application, sans son consentement. Enfin, les données d'analytics ne doivent pas contenir de données à caractère personnel. Faites attention parce que très souvent, l'adresse IP, c'est quelque chose qui est collecté par les solutions d'analytics. On vous conseille de masquer les 3 derniers octets de l'IP afin de ne pas avoir plus de précision que la ville. Bien souvent, en plus, ça suffit amplement aux informations pour avoir de l'information de qualité. Et enfin, la dernière précision qui est de ne pas recouper les données avec d'autres solutions, l'idée, c'est d'avoir simplement vraiment des informations au niveau de l'audience, c'est-à-dire quels sont mes visiteurs, quels sont mes visiteurs uniques, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les pages de mon site qui sont consultées. Voilà, c'est vraiment la big picture qu'il faut conserver. Et la CNIL donne en plus des précisions par rapport à l'exécution des partenaires. Donc, elle précise les données ne doivent pas partir hors de l'Union européenne, mais surtout que les données ne doivent pas être utilisées pour le compte du fournisseur. Ça, c'est un petit clin d'œil à Google Analytics, par exemple, où il est précisé dans les contrats que Google se réserve le droit de faire transiter la donnée d'EGA à d'autres solutions telles que Google Ads, DoubleClick, etc. Merci Antoine, du coup, de nous avoir rappelé toutes ces conditions. Ça nous permet de mieux comprendre finalement quelles sont les limites et contraintes qu'impose la CNIL pour le recueil du consentement. Du coup,
moi, j'apporte la question suivante. Comment se définit l'A/B testing? Est-ce qu'on a besoin d'un consentement pour faire de l'A/B testing? Je vous propose de répondre à cette question d'abord en faisant un rappel de comment fonctionne l'A/B testing. Alors, évidemment, moi, je vais faire un focus A/B testing parce que c'est forcément la solution que je connais le mieux et je prêche un peu pour ma paroisse. Mais je suis à peu près confiant sur le fait que ça peut s'appliquer sur quasiment toutes les grandes solutions d'A/B testing du marché. Alors, la base de l'A/B testing, au final, c'est bien de l'analytics. Si on prend l'exemple du site Decathlon, alors totalement arbitraire, ça peut s'appliquer sur n'importe quel site web ou application. Vous avez des visiteurs qui viennent sur votre site, qui atterrissent par exemple sur la home page, qui vont ensuite naviguer, regarder des produits, les ajouter au panier, éventuellement les acheter. Au final, ce que va faire un outil d'A/B testing en premier lieu, c'est collecter de l'information sur votre visiteur. D'où est-ce qu'il vient, quel appareil il utilise, éventuellement sa géologue, comme le disait Antoine, effectivement on va utiliser l'IP pour ça, mais une IP anonymisée où il manque une bonne partie de l'information. Donc ça nous permet d'avoir de la géolocalisation sans rentrer dans le cadre des données personnelles. Tous les clics qu'il va faire, tout le temps qu'il va passer sur les pages, etc. Et éventuellement, s'il fait des transactions, on va aussi collecter les informations de transactions, etc. Donc on est dans de la pure mesure d'audience pour l'instant. Au final, on fait à peu près le même métier qu'un Google Analytics, un peu moins poussé évidemment, puisque ce n'est pas notre principal métier, mais on mesure de l'audience, on capture des parcours utilisateurs, et au final, on permet de restituer toute cette information à l'utilisateur. Là où évidemment, on va aller un petit peu plus loin que l'analytics dans le cadre de notre métier, c'est que on va vous permettre, grâce à nos outils, d'apporter un petit plus au parcours de l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que ça va être ce petit plus? C'est vraiment tout ce que vous voulez. J'ai pris un exemple très simple, mais le petit plus, c'est qu'on va changer la couleur du bouton « Ajouter au panier » dans le parcours. C'est-à-dire que de manière totalement aléatoire et transparente, en tout cas invisible pour le visiteur, on va changer quelque chose, la couleur du bouton. Et ensuite, exactement la même règle va s'appliquer, on va collecter tout ce que fait le visiteur. Donc, tout son parcours de navigation, tous ses clics, tous ses attributs, on va dire device, etc., ces transactions, et aussi le fait, bien sûr, qu'il a vu telle couleur de bouton. Au final, donc, on va récupérer toute cette information dans nos bases de données. On aura tout le parcours des visiteurs avec l'information en plus que un visiteur spécifique a vu une variation spécifique. Et c'est tout ce qu'on aura. On est littéralement un analytics qui permet de différencier les visiteurs en fonction d'un critère spécifique qui est la campagne qui a été vue. Alors, on va évidemment beaucoup plus loin que juste comparer, il y a eu plus de clics sur bouton bleu, donc c'est le bleu qui est le meilleur. On va vous en douter un petit peu plus loin que ça, en tant que bon outil d'A/B testing, puisqu'on a pas mal d'algos qui se mettent en route pour mesurer précisément et de manière fiable l'incrément qu'on va vous générer en changeant la couleur d'un bouton. Mais la base, c'est vraiment ça. C'est la mesure d'audience, de l'analyse de parcours avec l'information qu'on a vue, une variation supplémentaire au cours de la navigation. Du coup, si on s'en tient à ça, finalement, l'A/B testing est totalement exempt de consentement. C'est-à-dire que pour analyser, pour mesurer votre audience, vous n'avez absolument pas besoin de demander le consentement de vos visiteurs. J'ai rappelé ici les 5 règles que nous a données Antoine juste avant pour que vous les ayez sous les yeux. Mais on coche effectivement toutes les cases, puisqu'on est strictement lié à la mesure d'audience. Les données sont à vous, on collecte les données de vos visiteurs, mais elles sont bel et bien à vous, nous on ne s'en sert pas, elles ne sont pas transmises ailleurs. On est totalement incapable de faire du multi-site, de la réconciliation, on va dire, du visiteur d'où qu'il vienne. Si on a dans nos clients le site web de votre concurrent, on est évidemment totalement incapable de savoir que le visiteur vient du site de votre concurrent et savoir exactement ce qu'il a regardé. C'est vraiment totalement encapsulé. Techniquement, c'est complètement hermétique. Et évidemment, c'est aussi notre volonté pour justement être exempté de ce consentement. Les données sont totalement anonymes. On va en parler juste après au niveau de la segmentation, mais on collecte des cohortes de visiteurs. On est capable de reconnaître des groupes, mais on ne sait pas qui c'est physiquement. On est incapable de faire du one-to-one, par exemple. C'est totalement anonyme. Même l'IP que l'on ne collecte pas, mais qu'on utilise, est totalement anonymisé. Un instant, parce que mon écran a une petite défaillance. Voilà, je suis de retour.
Et enfin, on ne recoupe pas nos données avec d'autres solutions. C'est là que je mets une petite barrière avec ce que je disais au tout début, où je parle pour A/B testing. Il est possible que d'autres solutions, c'est une hypothèse, hein, que d'autres solutions utilisent des données tierces pour enrichir dans le cadre de personnalisation. Donc, renseignez-vous auprès de votre solution. A/B testing, en tout cas, ne le fait pas. Et du coup, ça nous permet aussi d'éviter le consentement de cette manière. Donc, ouais, toutes vos données qui sont collectées sont uniquement pour vous, pour votre usage personnel, pour votre segmentation, etc., elles ne sont pas réutilisées. Du coup, ça pose la question de la segmentation. L'A/B test, ça paraît assez clair que c'est effectivement de l'analytics, hein, il n'y a pas trop de débat là-dessus. On peut se poser la question de la segmentation, puisque oui, on active des choses, on change l'interface, on active différents leviers en fonction de l'internaute, mais au final, c'est strictement la même chose. Ça reste de l'analytics et de la mesure d'audience, et donc de l'activation en fonction de ce qu'on a détecté sur l'utilisateur. Imaginez, en tant qu'éditeur de site web, si vous aviez envie de moduler l'interface en fonction d'une typologie de visiteurs, c'est un visiteur qui a acheté le mois dernier ou qui est sur mobile, etc. Vous n'auriez pas besoin d'obtenir le consentement de votre visiteur pour modifier l'interface en fonction de qui il est, en tout cas de quelle typologie il est. Donc, le même raisonnement s'applique à un outil d'A/B testing, puisqu'au final, vous ne faites que substituer le développement de cette modification à un outil externe. Donc, segmentation A/B test, même combat, ce n'est pas soumis à consentement, donc vous pouvez tranquillement lancer vos A/B tests. Hop. Je te rends la parole, Antoine. Ah, c'est gentil, c'est fort urbain. Alors, au niveau de la collecte du consentement, comme on l'a dit juste avant, pas mal de choses ont évolué ces derniers temps, notamment la manière de collecter un consentement. Maintenant, une définition très claire du consentement, je ne vais pas vous la lire, tout le monde sait le faire, mais en gros, un consentement doit respecter 4 critères, c'est-à-dire qu'il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Qu'est-ce qu'un consentement libre? C'est un consentement qui n'est ni contraint ni forcé. Typiquement, conditionner l'accès d'un site à l'acceptation des cookies, c'est interdit, sauf dans de rares exceptions qui concernent très peu de types d'entreprises, donc c'est ce qu'on appelle un cookie wall. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça concerne uniquement les médias. Un consentement doit être spécifique, c'est-à-dire que c'est pour un traitement et une finalité donnée. Enfin, il doit être éclairé, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va donner son consentement, il doit savoir pour qui et pourquoi faire. Et enfin, et c'est peut-être là qu'on a eu le plus d'évolution, de précision, c'est concernant la dimension univoque du consentement, c'est qu'il ne doit y avoir aucune ambiguïté concernant l'expression du consentement. Maintenant, en France, il n'y a plus aucun doute. La seule manière de collecter un consentement valide, c'est un clic sur un bouton « J'accepte » de la part de l'utilisateur. Donc, comment on le collecte correctement maintenant un consentement? Pour qu'un consentement puisse être considéré comme valide, l'utilisateur doit avoir le choix entre accepter et refuser dès le premier niveau d'information. Et le bouton « En savoir plus, paramétrer mes choix » devient optionnel. L'utilisateur doit aussi avoir un bon niveau d'information, c'est-à-dire qu'il doit connaître les finalités de traitement, les différents partenaires. Donc ça rejoint directement le troisième point au niveau de la granularité des choix. La CNIL demande à ce qu'on puisse avoir plusieurs niveaux de choix pour l'utilisateur, c'est-à-dire tout accepter, tout refuser, un choix par finalité et un choix par partenaire. Enfin, l'utilisateur doit pouvoir changer d'avis facilement, c'est-à-dire revenir sur un choix qu'il a déjà pu faire, c'est-à-dire il y a une semaine, il a accepté en blanc l'intégralité des finalités de traitement. Au bout d'une semaine, il souhaite revenir sur son choix et ne plus voir de pub, donc il va revenir sur la CMP. Donc, avoir un lien cookie qui soit facilement accessible pour l'utilisateur, qui puisse visualiser les choix faits par le passé et les modifier en conséquence. La CNIL recommande également de respecter une dualité, donc la même durée avant de solliciter un utilisateur. Et cette durée doit être la même dans le cadre d'un opt-in, mais dans le cadre d'un opt-out. C'est-à-dire qu'on peut définir une politique de recollecte du consentement tous les 6 mois. Il faut savoir que ce sera la même et pour un utilisateur en opt-in et pour un utilisateur en opt-out. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est mis en opt-out, il est hors de question de lui dire je vais lui rafficher la bannière du coup à chaque session
jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter. Et enfin, la CNIL met un point d'honneur pour qu'on arrête les dark patterns. Donc, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est vraiment des implémentations qu'on va considérer comme trompeuses au niveau de l'utilisateur. Je vous ai mis une illustration à droite sur ce qu'il ne faut pas faire. Typiquement, on va demander 3 ou 4 clics à l'utilisateur pour afficher toutes les finalités. Donc, on peut voir qu'on a un espèce de petit toggle bleu. Mais dans l'absolu, c'est absolument pas clair parce que on suppose que là, c'est de l'opt-in, c'est accepté. Mais rien n'empêcherait l'entreprise de dire, bon, en fait, quand on le met à droite, c'est refusé. Quand on le met à gauche, il devient rouge et c'est accepté. Donc ça peut être considéré comme trompeur. C'est des pratiques qu'on a déjà vues sur le marché, même si on les déplore. Et donc là, on ne respecte pas en plus le niveau de granularité. On n'a pas de possibilité de tout accepter, tout refuser. On n'a pas d'informations sur les partenaires, donc le consentement ne peut pas être considéré comme éclairé. Donc, et on va demander beaucoup plus d'efforts à un utilisateur pour s'opposer au dépôt de cookies plutôt que de les accepter. Donc là, en termes de ratio, on a du 1 clic pour tout accepter versus une dizaine de clics pour tout refuser. Donc ça, c'est des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Donc, il faut bien veiller dans votre choix de CMP à avoir une solution qui vous permette d'être conforme. Mettre en place ce genre de solution en se disant je vais complexifier le parcours d'opt-out, ça n'a jamais eu un très bon résultat d'un point de vue utilisateur, il faut le savoir. La différence entre une implémentation complètement conforme et quelque chose de très border, la différence en termes d'un point de vue opérationnel en entreprise, elle est vraiment minime. Et en plus de cela, si on y réfléchit, si on adopte une vision un petit peu plus long-termiste, l'entreprise de demain, à pas se mentir, c'est celle qui va véritablement respecter les droits de ses utilisateurs. Comment on peut parler de confiance avec ses clients quand on fait en sorte de complexifier le parcours pour qu'un utilisateur puisse respecter ses droits? C'est complètement antinomique. Donc, moi, c'est vraiment la recommandation que j'ai tendance à adresser aux entreprises. Ne vous en faites pas, mettez-vous en conformité, il y aura un impact assez peu significatif, ou en tout cas qui ne va pas véritablement affecter la performance des outils que vous utilisez aujourd'hui. Avant de conclure, je vois qu'il y a des questions qui se posent dans le chat. Vous inquiétez pas, on va y répondre. Je termine juste les dernières slides pour être dans les temps des 30 minutes. On y répondra juste après, on prendra 5 minutes pour y répondre. Si vous en avez d'autres, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répond juste après. Donc, je conclus ce webinaire en vous disant que tout est bon à optimiser. Donc, le recueil du consentement est probablement un challenge pour vous, un objectif. Évidemment, avoir le plus de personnes possible qui consentent aux différents outils que vous pouvez utiliser sur votre site web, c'est forcément un avantage pour vous puisque ça signifie avoir plus de données et donc vous pouvez plus activer et donc faire potentiellement plus de business. Donc, c'est évident que c'est un objectif pour vous. Optimiser ce recueil du consentement. Alors évidemment, en restant dans les limites des règles imposées par la CNIL, Antoine les a rappelées, elles sont nombreuses. Objectif de clarté, ne pas dissimuler les intentions, etc. C'est l'évidence. Mais pour tout le reste, vous pouvez optimiser différentes choses. Vous pouvez faire certaines choses d'ailleurs directement avec Didomi si vous l'utilisez. Je n'ai jamais utilisé leur outil d'A/B testing, mais j'imagine qu'on peut faire pas mal de choses, certes basiques, mais qui peuvent être suffisantes. Après, évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez utiliser votre outil d'A/B testing, même votre outil d'A/B testing préféré qui est A/B Testy, pour aller évidemment beaucoup plus loin. Mais donc, vous pouvez changer le ton que vous utilisez, les wordings, les couleurs, passer d'un format bannière à pop-in. C'est un petit peu plus complexe, mais pourquoi pas, on peut imaginer pas mal de choses. Donc, pensez à optimiser finalement tout ce que vous faites, et le recueil du consentement, ça passe pas du tout à côté de ça. Voilà. Je vais répondre directement aux questions. Je crois que ça me concerne principalement moi, parce qu'on parle d'A/B testing. Doit-on classifier le cookie A/B test comme un cookie fonctionnel? Alors, ça va dépendre de quelle est votre description du cookie fonctionnel, mais a priori, oui, puisque c'est ce qui permet finalement de faire fonctionner votre... Enfin, de ne pas faire fonctionner techniquement votre site web, mais ce qui vous permet d'apporter des modifications et donc d'appliquer des versions différentes en fonction de la typologie d'internaute. Donc, à voir exactement quelle est votre définition de cookie fonctionnel, mais a priori, oui, ça rentre dans cette catégorie.
Si l'A/B testing est exempté de consentement, pourquoi faut-il mettre A/B testing dans nos cookies? Vous n'avez pas besoin justement de recueillir un consentement spécifique pour A/B testing. C'est-à-dire qu'on considère que A/B testing fait partie des cookies qui peuvent être acceptés d'office par un utilisateur. Et si le client n'accepte pas les cookies, alors a priori, si vous mettez justement A/B testing dans les cookies fonctionnels, il ne peut pas ne pas les accepter. S'il refuse les cookies, ça va plus être côté navigateur ou avec un outil tiers qui bloque véritablement les cookies. Et là, évidemment, on ne peut plus rien y faire. Donc voilà, donc sans le consentement, vous pouvez bien faire de l'A/B testing. Il y a ouais. une bonne question d'Alexandra juste après. Vas-y. Si un utilisateur ne souhaite pas accepter les cookies, tout refuser, pour afficher la bannière cookie dans 6 mois, il faut absolument sauvegarder son choix dans un cookie, sinon les cookies s'afficheront à chaque session. Comment pouvons-nous faire? Ça, c'est l'intérêt en fait d'utiliser une solution une CMP marché en fait. Ça, c'est prévu. Une CMP fonctionne avec une exemption de consentement. On n'a pas besoin de consentement parce que les cookies déposés par la CMP et qui vont permettre de mémoriser les choix de l'utilisateur par rapport aux cookies justement sont considérés comme des cookies fonctionnels en fait. Donc nous, on est complètement exempté de consentement et on va fonctionner du coup avec des cookies première main qui en plus permettent de passer tous les filtres des navigateurs et toutes les restrictions liées aux cookies tiers. Ensuite, question de Nicolas, vous dites ici que l'A/B testing rentre dans le cas d'exemption. Est-ce que la CNIL a pris position sur ce sujet? Alors, justement, c'est parce que la CNIL a précisé ses directives, enfin nous a donné ses directives il y a quelques semaines, qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'A/B testing est exempt de consentement. Vous avez peut-être eu effectivement des informations contradictoires, soit de notre part, soit de la part d'autres outils tiers cet été, parce que c'est cet été que ePrivacy est entré en vigueur. Et bon, c'était un petit peu flou pour tout le monde, donc effectivement, tout le monde l'a un petit peu interprété comme il l'entendait. Mais la CNIL est venue clarifier tout ça le mois dernier, donc ou début octobre, je ne sais plus exactement. Mais c'est justement cette prise de position de la CNIL qui nous a permis de dire c'est bon, A/B testing ne rentre pas dans le cadre du besoin de consentement. Après, rien ne vous empêche, donc ça c'est nous notre compréhension de ce que dit la CNIL évidemment, on garde quand même des outils qui vous permettent de soumettre un A/B testing à un consentement. Si vous êtes utilisateur d'A/B testing, vous avez peut-être vu que dans les paramètres de votre compte, vous pouvez dire n'exécutez A/B testing, ou en tout cas collecter de la donnée A/B testing que sous certains consentements. Donc libre à vous après de restreindre A/B testing, mais c'est évidemment pas indispensable. Question de Julie, pour la personnalisation, c'est ce que je disais dans une de mes slides, c'est exactement le même raisonnement que pour l'A/B test, puisqu'on ne va pas utiliser votre donnée en dehors de votre univers, on ne va pas l'accumuler avec une donnée d'une autre source. Donc au final, on reste exactement dans le même cadre de mesure d'audience, donc pas de consentement nécessaire. Longue question de Mélanie, alors je vais juste avoir besoin d'une seconde pour la lire. S'il y a une campagne... J'ai l'impression que tu y as un petit peu répondu déjà. Ouais. Dans ce cas présent, en fait, il faudra collecter un consentement, en effet. Dès lors qu'on va récupérer un ID interne pour croiser les données, là, on est soumis à consentement dans ce cas de figure. Potentiellement. Après, ça reste de l'information interne, donc votre information à vous, votre univers, qui transite par chez nous. A priori, il n'y a pas de partage d'informations avec l'extérieur, etc. Donc, il faut voir ce cas particulier. Vous allez voir que quand on essaye de faire des choses particulières, il y a beaucoup de règles particulières qui s'appliquent. Donc, à voir précisément. Je n'ai pas l'impression qu'il y a besoin de consentement. Après, je ne suis clairement pas un expert juridique, hein, donc à poser la question, soit avec Didomi, soit avec directement votre consultant A/B testing, qui pourra se renseigner bien mieux que moi là en live. Après, l'avantage, c'est que A/B testing et Didomi fonctionnent très bien ensemble. On a énormément de clients qui utilisent A/B testing en solution d'A/B test. Et on peut définir des scénarios où A/B testing en fait va fonctionner sans consentement. Et dans certains cas, en fait, on va activer le consentement. Donc tout ça, c'est en fait une histoire de trigger. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose qui se fait extrêmement communément. Donc c'est pas forcément antinomique. On peut utiliser A/B testing de deux manières conjointes, c'est-à-dire lancer des A/B tests
tel que Léo le décrivait tout à l'heure, sans consentement, et lancer d'autres A/B tests qu'on va recroiser avec des données, et notamment des ID. Et là, on sort du cas où la donnée sera anonyme, et du coup, elle est soumise à consentement. Et les 2 questions suivantes sont aussi pour toi. Ah. Alors, la question, c'est peut-on encore utiliser Google Analytics malgré tout? Alors, c'est bien de mettre le doigt là où ça fait mal. On manque de précision encore sur ce sujet. Vous avez le droit d'utiliser Google Analytics. Veillez quand même, il me semble que Google Analytics travaille sur un mode où les données ne sortiraient pas de Google Analytics, qui était la question en fait qui posait problème chez Google. Donc, il me semble maintenant qu'on est capable de faire fonctionner Google Analytics de manière silotée, c'est-à-dire que la donnée de GA ne sort plus de GA. Et ça, c'était vraiment ce qui posait problème à la CNIL. Donc, en plus de ça, dans GA, vous pouvez tout à fait modifier la durée de vie des cookies, donc les basculer de 24 mois à 12, quelque chose mois. Et vous pouvez masquer les derniers octets de l'IP. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients, enfin, c'est la solution la plus utilisée. Donc, pas mal de mes clients l'utilisent avec de belles réussites. Maxime, par rapport à Didomi, comment cela fonctionne techniquement? Par exemple, si j'ai un outil tiers que je dois accepter, faire accepter au client, Didomi s'occupe de la pop-up, mais... Ah, très bonne question, Maxime. Donc, on pourra parler des intégrations, de la manière dont on va intégrer un consentement collecté par Didomi avec vos solutions un petit peu plus tard si vous le souhaitez, mais pour résumer, vous avez 2 choix. Soit utiliser un standard marché qui est le standard de l'IAB avec... qui s'appelle le Transparency and Consent Framework. La plupart des outils tiers que vous utilisez, que ce soit pour du retargeting, de la perso, de l'analytics ou autre, sont intégrés à ce standard-là. Donc là, ça se fait quasiment, c'est fait de manière native. Soit vous désactivez ce standard-là, auquel cas on peut passer par votre outil de Tag Manager ou envoyer le consentement directement à votre solution. Il y a plusieurs cas de figure, ça dépend de l'efficacité et de la complexité d'intégration que vous souhaitez. Mais ça, c'est quelque chose, c'est notre quotidien de résoudre ce genre de problème. C'est très rapide. Et autre question de Mélanie. Si je connecte mes données ABTSI et Google Analytics, est-ce que je dois soumettre ABTSI au consentement? Alors, il faut bien comprendre que quand vous connectez ABTSI à GA, d'ailleurs, je vous encourage à le faire, effectivement, ça vous permet d'avoir un 2e niveau d'analyse qui peut être plutôt intéressant. Tout ce que vous faites, c'est remonter l'info à GA que le visiteur, là en cours, a vu une liste de variations, de campagnes de variations. En fait, il n'y a pas de, entre guillemets, données ABTSI, c'est un peu de la donnée publique. D'ailleurs, vous pourriez le faire sans avoir recours à ABTSI du tout, enfin, je veux dire, sans le faire dans ABTSI. Mais tout ce qu'on fait, c'est envoyer par l'API de GA l'ID de la variation qui a été vue par le visiteur. Donc, il y a clairement aucune donnée personnelle là-dedans et c'est purement de la donnée technique. Puisque dans GA, vous allez retrouver donc, la liste de vos visiteurs avec l'ID, donc 6 chiffres, qui indiquent la variation qu'a vue votre visiteur. Il n'y a clairement pas besoin de consentement pour faire ça. On est purement dans le cadre de collecte de données techniques côté GA. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Si vous en avez une dernière, tapez-la vite. Mais a priori, c'est bon. Oui, n'hésitez pas à contacter après. Donc là, vous voyez bien sur la slide, hein, vous avez le contact d'Antoine et de Léo. On avait dit 30 minutes, on a dépassé de 10 minutes avec toutes vos questions. Donc c'est bon signe parce que vous êtes très intéressés, il y a beaucoup de questions. Mais du coup, on va terminer le webinaire. Donc contactez à la suite de ce webinaire Antoine, Léo. De toute façon, vous aurez le replay. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur le sujet. Prenez soin de vous et encore un grand merci à Didomi avec Antoine et donc à ABTSI avec Léo. Passez une bonne journée à tous et prenez soin de vous. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.